En général, on ne va pas voir des œuvres d'art public, on va à un lieu particulier. Donc, on les rencontre par hasard. C'est par hasard que tout à coup, on croise une œuvre. C'est ce qui est intéressant avec l'art public, c'est d'aller où sont les gens et puis d'installer des œuvres qui vont être aussi permanentes, avec lesquelles les gens vont vivre. La sculpture, c'est monumental, ça va avec l'échelle de la ville. Là. On est juste des délinquants qui ont besoin d'avoir du cash pour nos délires. C'est tout. D'abord, je travaille maintenant seulement en art public. J'ai fait un deuil des expositions parce que je pense que l'art public a une portée plus intéressante. Des fois, on pense que l'art, c'est seulement accessible à un groupe de personnes. Mais c'est tout le monde. La beauté, tout le monde trouve quelque chose de beau. Le bâtiment 6, c'est un bâtiment qu'on appelle l'entrepôt Le Boutillier. Bâtiment qui servait à l'époque d'entrepôt. Parce que tout le poisson qui était pêché en Gaspésie, sur la côte nord, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, tout ça était amené vers Passepébiac. C'est ici qu'on le transformait et c'est d'ici qu'on l'exportait en Europe, au Brésil, en Italie, en Amérique du Sud, bref, un peu partout dans le monde. Et de ces pays, on ramenait à Passepébiac des produits. Ici, vous êtes dans le Bibi. Ça veut dire le Boutillier Brothers, les trois frères. Ils ont bâti ça à hauteur, il manquait de place. 5 étages, tout en pain, à l'origine, OK? Puis tout du pain qui avait été pris des forêts en arrière d'ici, de Passepébiac, puis Bonaventure. Sur le site, je suis sur le conseil d'administration. Et cet été, je suis monologuiste-conteur. Je rencontre des groupes de tourisme. Alors, je fais ça tout l'été, depuis le 12 juillet. Et puis, j'ai demandé d'être sur le comité de sélection de l'œuvre d'art. Donc, j'ai tout suivi le projet, le dossier. J'avais entendu parler du 1 % un petit peu partout au Québec, là. Je savais que ça existait, mais je savais pas la démarche. Je connaissais pas trop la démarche. Ça fait que ça m'intéressait non seulement la démarche, mais le choix de l'œuvre d'art. Pourquoi on le choisissait, puis comment on allait l'installer, qu'est-ce que ça veut dire, puis ouais. Lorsqu'on est du côté de la mer, ce qu'on voit, c'est des coques de bateaux qui sont montées à la verticale, un devant de barge, puis qui forment des vagues. Donc, on est du côté de la mer, puis on voit des vagues qui arrivent vers le continent. Lorsqu'on est plutôt du côté du continent, ce qu'on voit, c'est la partie du dessus qui a été traitée un peu comme justement des bardeaux de cèdre. Le moule était fait en bardeaux de cèdre. Puis là, ça devenait des habitations. Donc, ces gens-là sont venus puis sont restés. On peut voir beaucoup de choses. Moi, je vois tout de suite des personnages qui arrivent de la mer. Dans leur manteau, OK? On peut voir des vagues bateaux. On voit des tentes d'Amérindiens. On voit l'architecture des bâtiments. On voit la succession des bâtiments sur la pointe aussi. C'est pas pour rien qu'il y en a 14, je crois. Alors pour moi, là, toute cette signification-là, ça, c'était important. Ça disait quelque chose aux gens. Ça vient du paysage, dans le fond, hein? Puis ça y retourne dans le paysage parce que, dans le fond, on regarde autour tous les éléments qui ont servi peut-être à l'élaboration de ça, ils viennent un peu d'ici d'une certaine manière. Là. C'est le vocabulaire là, de l'architecture navale, c'est la façon dont on faisait sécher les morues au soleil. Tout ça, ça existait déjà, là. Donc, je me suis beaucoup renseigné. On m'a référé à quelqu'un, un expert de Parc Canada qui m'a renseigné sur les pratiques de séchage des poissons à l'époque.
Eux, ils ouvraient les morues, ils les arrangeaient d'une façon très standardisée. Il y avait une manière de les arranger. Ils les ouvraient, puis ils les faisaient sécher directement sur les galets. Parce qu'il s'agit d'un lieu classé historique. Même si on parle d'une œuvre d'art, on ne peut pas arriver avec des anachronismes. On peut arriver avec de la poésie, avec quelque chose qui t'amène ailleurs. Mais si tu amènes les gens dans le sens de ce qu'étaient les lieux, il faut faire attention à ce qu'on fait. À ce moment-là, il faut être pertinent, puis il ne faut pas arriver avec des clichés ou des choses qui sont pas tout à fait justes, là. Lorsqu'il nous amenait toute l'explication, on sentait tellement l'artiste qui était proche de l'histoire du lieu, du génie du lieu et de toute l'âme du lieu. Alors, moi, personnellement, à l'écoute de son œuvre, c'est ce qui m'a tout de suite touchée. C'est à quel point l'artiste a senti l'âme du lieu. Puis quand les frettes prenaient, là, fin novembre, début décembre, ils prenaient leur petite cabane qui leur servait de maison durant l'hiver, ils mettaient ça sur des cross-beams. En français, c'est des rondins. Vous avez compris, là? Moi, j'ai fait un travail auprès de la population. Par exemple, pour leur dire pourquoi on avait choisi l'œuvre. Et là, j'ai rencontré les élèves de l'élémentaire, du secondaire, les clubs sociaux. Je suis allé à la ville, à la bibliothèque. J'ai donné une vingtaine de conférences sur l'œuvre d'art. Parce que je voulais pas qu'on installe une œuvre d'art, puis les gens arrivent et disent, ben, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Des fois, on pense que l'art, c'est seulement accessible à un groupe de personnes. Mais c'est tout le monde. Je passe ici 2 ou 3 fois par semaine dans cet édifice-ci. Puis je l'avais jamais remarqué que c'était une œuvre d'art d'intégration de l'architecture. Puis pourtant, je suis quand même quelqu'un qui a un background en art visuel, donc qui est sensible à ces choses-là. Puis ça m'était complètement passé inaperçu. Moi, de dehors, j'étais sûre qu'ils étaient tous transparents. Je savais pas qu'il y avait des miroirs. Puis là, on voit qu'il y a des miroirs, on voit qu'il y a de la transparence, puis on voit qu'il y a des inscriptions un peu partout. Puis je trouve que c'est deux points de vue complètement différents. J'ai vu souvent quelqu'un se lever dans une réunion, aller déplacer un panneau, s'agissait-il de changer la couleur du jour ou de se cacher du soleil ou de la lumière pour une présentation, je ne saurais trop. Mais je sais qu'on s'amuse avec cette œuvre d'art-là aussi. On la touche, on la fait bouger, elle est présente. Pour moi, la recherche de la langue vient aussi à travers les codes, puis comment on s'approprie les codes, qu'est-ce que les codes peuvent donner comme information, comment... ça a été un peu ça le départ de la réflexion. Je me suis servi des panneaux, je les ai mis... j'ai pris les codes binaires que j'ai superposés sur le même panneau. J'ai ouvert le panneau pour qu'on puisse sentir les deux faces en transparence, ou en tout cas dans certaines zones en transparence. La coloration était faite aussi en relation avec le code binaire et les codes chromatiques. Donc, quand j'ouvre le panneau, le bleu vient affecter le jaune ou vient affecter le rouge, puis là, on va chercher d'autres colorations. C'est un peu l'évocation du langage informatique d'une autre époque, où on avait ces cartes perforées, en même temps que c'est un lien avec l'époque actuelle, bien sûr, avec la mobilité des données qui est évoquée par le mouvement possible de ces panneaux colorés dont on sert à l'intérieur des salles, d'abord pour les admirer, hein, l'art se suffit à lui-même, mais qui a aussi une fonction, ce qui est d'orienter la lumière dans les salles. Et s'il y a une qualité qu'on apprécie dans cet immeuble, justement, c'est tout le travail qui a été fait avec la lumière. L'art public peut être transformable ou peut être modulable selon les moments de la journée. Oui, aussi. Parce qu'on pense aller par le temps, c'est sûr immuable, que
Bien, la qualité, c'est comme l'architecture. Il n'y a pas d'espace qui... La température change tout le temps. Si on le met bien en scène, l'expérience du lieu change tout le temps. Ce qui est différent, McGill, c'est que d'abord, c'est un œuvre, oui, en façade, mais c'est dans un atrium. C'est une œuvre qui est moins publique, peut-être que celle-là, moins urbaine, disons, parce qu'elle est dans l'atrium et plus interne au bâtiment. Il y a une tranche assez mince, mais par la lumière intérieure qui est mise dans l'œuvre, puis par les dispositifs des verres, puis les réflexions des verres, ça crée une déformation du volume, puis ça pousse l'épaisseur de 16 pouces à peu près 2 mètres de profond. Puis ça, cette perception-là, quand tu te déplaces autour, quand tu te rapproches ou quand tu te découvres par le déplacement. Moi, je partais un peu de la notion de la tour d'ordinateur, puis l'information qui est là-dedans, qui se démultiplie, puis là, j'avais travaillé avec le code binaire qui était gravé dans des verres, puis qui se répercutait à l'intérieur de l'œuvre. Ce que j'apprécie beaucoup du verre, c'est la transparence et la réflexion qu'on va chercher avec ça. Donc, d'un côté, ça te laisse voir, mais ça crée une distance aussi, puis ça permet de jouer avec des déformations internes qui peuvent être intéressantes aussi. Mais je sais pas, j'ai toujours comme... quand tu regardes le ciel, il y a comme une profondeur, là. Puis c'est la lumière, je sais pas. Puis le verre me permet, c'est ça le matériau qui me permet de confronter un peu cette profondeur-là. Donc, permet de rediriger la lumière ou permet de la filtrer, puis cette lumière-là va prendre la coloration ou va compléter la coloration de l'œuvre. Puis si je joue avec la lumière artificielle à l'intérieur des trucs, je déforme l'objet aussi. Puis là, je permets de sculpter l'intérieur puis d'y donner énormément de profondeur, ce que j'aurais pas avec un autre matériau. Je travaille maintenant seulement en art public, là. En art, en tout cas, je travaille aussi en architecture, mais en art, seulement l'art public. J'ai fait un deuil des expositions, ou j'ai décidé de faire un deuil des expositions plutôt. Pourquoi? Parce que je pense que l'art public a une portée plus intéressante, temporelle en tout cas. Puis comme je travaille aussi en architecture, ça me permet d'explorer des trucs en art que je peux transposer après en architecture, puis inversement, me servir de ce que j'apprends en architecture pour le ramener dans l'art public. C'est une réflexion sur le lieu, c'est une réflexion sur la signification, c'est une démarche aussi, dans mon cas, que j'ai entrepris qui se continue d'un projet à l'autre.
Ça, c'est la commission scolaire des navigateurs. La commission scolaire s'appelle comme ça. Donc, je me suis mis dans un mode cartographie, dans un mode navigation, si on veut. Découverte, voyage. Alors, moi, je leur ai présenté une carte du monde. C'est une carte du monde assez particulière, quand même. Quand on dit que les lieux font partie de la proposition, l'architecte avait pris le parti d'avoir des signaux qui font un peu allusion à la cartographie ou à des instruments de mesure, de positionnement sur des cartes, des sextants, des choses comme ça. Il y avait un puits de lumière qui avait une configuration particulière. Et puis, il y a évidemment l'échelle des lieux qui était juste idéale pour mettre 2 vaches sur le mur. Deux peaux de vaches, on s'entend. Et donc, c'était les vaches Holstein là, qu'on connaît toutes, là, les noires et blanches, là, et qui, pour moi, amenaient une configuration très aléatoire de continent ou de mer. Et donc, j'ai snappé mes 2 vaches sur le mur avec les fuseaux horaires, là, pour qu'on sache qu'il s'agit d'une map monde, là, pour essayer d'être le plus minimal possible. Il y avait ça, mais il y avait aussi le jeu de l'échelle où tout d'un coup, l'animal devient la moitié du monde, puis l'autre animal devient l'autre moitié du monde. T'sais? Alors, il y a un jeu d'échelle que je trouvais amusant avec ça, là. Cette œuvre-là qui est là, qui est comme une... Je sais pas. C'est un animal, hein? Je sais pas, moi non plus. En fait, il y a déjà eu un animal à l'intérieur de ça. Donc, je l'ai tiré. Et puis ensuite, je l'ai fixé avec de la résine pour qu'il garde sa forme. Je l'ai suspendu à l'envers, puis je l'ai rempli de sable mouillé, qui est resté à l'intérieur jusqu'à ce que mort s'en suive, quasiment. Est-ce qu'elle a un nom? Le retour de l'animal. J'ai fait des études en administration pour faire comme mon père. Mais d'être un artiste, ça n'existait pas comme métier. Donc, je voyais pas quel avenir que je pouvais avoir. Ça faisait pas partie des choix qui s'offraient à moi, si on veut, là. Qu'est-ce qui a fait que le pont, à un moment donné, s'est fait? Le pont s'est fait très tard. J'étais à l'université en philosophie. Parce qu'après l'administration, j'ai fini par comprendre que ça m'a... qu'il fallait que je m'en aille ailleurs. C'est là que j'ai commencé à m'assumer puis à accepter que c'est correct de faire des choses qui servent à rien. Ce que je voyais, c'était le droit de faire ça. Cette permission-là de faire des choses inutiles. Et puis ça, pour moi, c'était une poésie, là. C'était fabuleux. Fabuleux. Ouais. Disons que dans mon parcours d'objets inutiles, là, je pense qu'elle a gagné ses galons parce que j'ai pas réussi vraiment à la mettre à l'eau. Puis j'ai difficilement réussi à la mettre en galerie aussi. Elle n'est pas au complet, d'ailleurs. Elle n'est pas au complet. Elle avait été prévue avec un autre élément qui descendait 15 pieds plus bas en guise de tirant d'eau pour la faire tenir debout sur la mer. Puis il y avait des éléments de cuivre qui étaient, que j'ai choisis pour leur forme, qui pourraient ressembler à des mains quand on nage. Donc il y avait, si je me rappelle bien, il y avait une casquette d'enfant, il y avait une feuille, il y avait une pelle à neige. Des choses comme ça qui peuvent actionner finalement la machine dans l'eau. Il y a un côté incongru finalement qui me plaît toujours dans les objets finalement, quand on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça, lui? Qu'est-ce que ta compagne dit parfois quand tu fais des choses comme ça? Est-ce qu'elle dit « Oh, François... » Elle s'en mêle pas beaucoup.
Les machines inutiles, ça vient de la permission de faire des choses aucunement dans le but d'en attendre quelque chose. C'est les faire pour les faire,